La descendance des hommes s'établit invariablement comme suit. Des fils et filles des monts et des vallées, désignés terres, naquirent les hommes qui peuplèrent la plaine jusqu'au fleuve appelé ruisseau. Les hommes des dites terres engendrèrent ceux qui vécurent si loin, qu'on les appelle les lointains, et ils régnèrent autant sur les monts que sur les plateaux. Des plateaux, on savait qu'ils étaient fertiles et accueillants, et que les hommes lointains y menaient bonne vie. La bonne vie est une vie dont personne ne se souvient, sinon comme celle du temps d'avant. Le temps d'avant est le temps d'avant l'histoire du plus rusé des animaux des champs. Le plus rusé des animaux des champs s'adressait aux passants en termes choisis. La malice prodiguée eut pour effet de modifier les conditions d'existence des hommes lointains. Les conditions favorables qui régnaient autant sur les plateaux, les vallées et les monts et jusqu'aux fleuves dénommés ruisseaux s'en trouvèrent modifiées. Sur la terre des lieux appelés jardins sur les plateaux, portions sur les monts et jusqu'aux ruisseaux, proliférèrent des adventices. Les adventices, appelés mauvaises herbes, étaient annuels ou vivaces, comme le chien-dent, le liseron, le chardon, tussilage et l'étron des champs. Pour survivre, les hommes lointains devaient arracher aussi les rumex, véroniques, pâturins, sennesons, mourons des oiseaux, coquelicots, gaillets, myosotis, renoncules des champs, vulpins, folle avoine, kénopodes, aroches, renouées, amarantes, mercuriales, morels, cétères, digitaires, tout végétal qui venait occuper l'espace et étouffer le bon grain. Vilain hiver et gentil printemps, été poussiéreux et automne se succédaient. Les abris des hommes se nommaient maisons et cabanes pour les hommes lointains. Les maisons et cabanes étaient utiles tant pour se protéger du vilain hiver que de l'été poussiéreux. Ainsi vivait-on
dans la nostalgie du temps d'avant dont personne ne se souvenait. Les deux frères Hauteville vivaient en sybarite dans une baraque en planches à l'écart du monde. Un matin, l'aîné, dit le bègue, songea très fort et pensa. « La voilà l'idée, dit-il, alors qu'il sentait les premières gelées lui refroidir l'orteil. La voilà, celle qui consacre une vie de sagesse, une existence vouée à l'étude, celle qui conclut une carrière de contemplateur du monde. Nous n'irons plus au bois. » Le cadet avait ouvert ses yeux gonflés. Il s'éveillait comme un nourrisson qui suffoque. « Le bois ?» répéta-t-il. « Le bois. » Et le bègue expliqua que désormais, c'en était fini que de couper le bois. Adieu corvée indigne et labeur superflu. Il était temps de s'en affranchir pour laisser toujours plus de loisirs à l'étude. Et comme Diogène, qui vivait en son tonneau, avait cassé l'écuelle qui lui servait à boire, il leur fallait briser les haches, détruire les scies, jeter les coins, merlins, masses, bref. Tout ce qui voulait concourir à l'industrie du bois de chauffe était bon pour la casse, et le temps dégagé de ces contingences devait être employé à la méditation. Il suffisait désormais, purement et simplement, d'introduire la bûche entière par la porte du foyer de la cuisinière, et à l'horizontale, pour ensuite la pousser au fur et à mesure de sa combustion, de sorte qu'en 3 manœuvres, la cuisinière avalait le rondin, sans plus de difficulté qu'on mange un bretzel d'apéritif. Aurait-on voulu gagner un concours qu'on ne s'y serait pas pris autrement? Job, époustouflé, se précipita d'alerter les voisins ses connaissances, tandis que le bègue s'occupait aux travaux pratiques et allumait la cuisinière. C'était vraiment une bonne idée. Et si on hâta la combustion pour réduire le temps de la démonstration, chacun put apprécier qu'en effet, il n'était plus nécessaire de couper le bois. Et considérant que la profondeur du foyer était de 33 cm, que les bûches mesuraient 1 mètre, en 3 gestes, on alimentait la cuisinière. Les frères se sentirent définitivement établis dans leur état d'authentiques philosophes, et l'adage suivant lequel « nul n'est prophète en son pays » les conforta dans cette opinion. En effet, la démonstration ne déclencha aucune vocation. Et si tous étaient admiratifs, personne n'envisagea de pratiquer de la sorte et jeter les scies et passe-partout aux orties. Et si, chez les Hauteville, on aimait à agir en public et dans l'ostentation, on n'en était pas moins opposé à tout prosélytisme qui n'aurait pour vertu que de banaliser des talents
et rabaisser au rang de coutume ce qui se devait de demeurer l'exception. Les frères Houdeville étaient bien des hommes sages. Le midi, le bègue introduisait la bûche et Job la poussait. Et c'était le tour du bègue qui la poussait encore, et puis Job, et ainsi de suite. En 3 manipulations, le rondin était consommé et la manœuvre recommençait. Une nuit, le bègue s'adressa à son frère. « C'est ton tour d'aller pousser la bûche. » Et Job répondait qu'il en venait et qu'aussi c'était à lui, son frère, de manœuvrer le rondin. « Mais non, insistait-il, je viens de me lever. » Et le bègue s'enfouit sous la couette de Plume d'Oie. Et Job se rendormit. Et la bûche, mangée par le feu, tomba sur le plancher, et la maison s'enflamma alors qu'il dormait profondément. C'est ainsi que disparurent 2 authentiques philosophes. On fut triste pour un temps, et puis, contre mauvais sort, on fit preuve d'à-propos. La compétence de feu les ci-devant se trouva en déshérence, et comme il fallait se chauffer, la baraque servit de réserve de combustible, et ce qui n'avait pas brûlé fut réduit en petit bois. Les camps volants regardent les étoiles, ils lisent dans le ciel. À travers les nuages, ils comptent les astres, ils fabriquent des cartes du ciel avec des rameaux de noisetiers. Ils lient les tiges avec les feuilles, ils lient et relient, tressent, et à chaque étoile s'attache une suivante. Une fois, j'ai ramassé une drôle de forme. Des branches arquées, tendues et ligaturées avec les feuilles. Un réseau obscur de signes inconnus. J'ai ramassé la chose ainsi qu'on ramasse un objet. Je veux dire, comme on ramasse une chose manufacturée. Je l'ai estimée comme on soupèse un instrument convoité. C'est plus tard qu'ils m'ont raconté. Je n'ai pas osé dire que j'avais trouvé. C'est plus tard que je l'ai dit. Ils étaient étonnés. On ne croyait pas possible. Après tout, on parle sans vraiment savoir. Tous estimaient extraordinaire d'avoir découvert. Un diagramme, répétait-il. Vous avez trouvé un diagramme. À ce moment, je fus regardé avec des yeux pleins d'envie. Une sorte de tristesse aussi. Je pense qu'on croyait injuste d'avoir eu cette chance. J'avais ramassé la forme sans la reconnaître. Je l'avais dédaignée. On sent ces choses d'instinct
l'homme avait fait. Et puis, sans plus réfléchir, je l'avais écarté. Noisetiers, aulnes, saules rutilants, certains bois étaient refendus, des éclisses, un treillis dont les liens étaient rudimentaires, comme on aurait fait une esquisse, comme s'il s'agissait d'une image transitoire dont la définitive n'existait pas encore. Et puis, à quoi bon ramasser des chaumes morts, des restes végétaux, ainsi que ces débris décolorés par les saisons? En ces moments, on raisonne sans même y songer, et la chose qui attire est rejetée sans plus de procès. Souvent, j'ai regretté. Parfois, j'essayais de reconstruire dans ma mémoire les constellations que la chose figurait. La portion du ciel, le ciel entier, en vain. On disait aussi qu'il voyait à travers les nuages. C'était l'automne. On avait passé la Toussaint. Le 11 novembre s'annonçait et nous étions toujours dans ce moment intermédiaire qui ne laisse rien deviner de l'avenir. Irions-nous vers la pluie et la boue, ou bien vers le gel et la neige? Mais voilà que, des lointains, au fur et à mesure que je me rapprochais du château, arrivaient de lourds nuages, et toujours plus encore, au point que le ciel encombré devenait plus présent, que la terre et que la ligne d'horizon semblaient s'enfoncer toujours plus, comme si les éthers et les brouillards, les cotons et les tourbillons, les manteaux de vapeur, voulaient remplacer les argiles et les marnes que la terre rétrécissait au profit du ciel. On irait donc vers la pluie. Derrière moi, je sentais le soleil percer enfin, et les nuages devant moi devinrent cramoisis et grumeleux. L'herbe avait cet aspect de sel qui veut rentrer sous terre, défraîchi comme une laitue qui aurait gelé, et pourtant à la faveur des rayons les champs reverdirent comme pour une dernière fois, et l'ensemble du paysage s'attendrit. Puis les feuillages roussis, les arbres horrifiés, le ciel vineux qui laissait apparaître du bleu en lambeaux, s'illuminèrent, et la campagne devint capiteuse et solennelle, rayonnante jusqu'à ce que l'espace entier se cyanose et le soleil disparaisse derrière les nuages.